Et on termine cette émission avec Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Vous publiez « La com est un métier », c'est aux éditions Brial. Alors pourquoi cette affirmation? Vous avez le sentiment que finalement la communication n'est pas assez considérée? Alors, je crois que vous me posez une question, mais vous connaissez la réponse, ouais. Parce que vous me l'avez déjà posée plusieurs fois, mais je pense que la communication, et c'est pas le seul métier dans l'entreprise, est un des métiers qui manque encore parfois un peu de considération. Donc il est utile de rappeler que c'est un métier, après d'expliquer pourquoi c'est un métier, parce que souvent les gens pensent que la communication, on peut y mettre ceux qui n'ont rien d'autre à faire ailleurs, ils n'ont qu'à faire de la com, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça en réalité. Non mais vous avez raison de le rappeler, je vous ai posé plusieurs fois la question, donc ce qui m'inquiète c'est que les choses n'évoluent pas. Les choses évoluent lentement, effectivement. Les choses évoluent pas mal grâce à la crise. La crise, je trouve, je pense que l'ensemble de mes collègues DIRCOM ou communicants peuvent penser la même chose. La crise a renforcé la vision professionnelle des métiers de la communication. Et donc les crises qu'on vient de traverser, là, il y en a eu besoin, qui ont eu un certain nombre d'impacts sur l'ensemble des entreprises. Là, tout d'un coup, on a dit, oh là là, mais bon, ça c'est la com qui s'en occupe. Là, c'est plus nous. Avant, la com, c'était juste pour mettre du bleu ou du rouge ou faire plus gros, plus petit. Et là, tout d'un coup, quand il y a de la crise, quand c'est beaucoup plus sensible, quand il y a l'immédiateté des réseaux sociaux, quand il y a le bruit médiatique, la réputation qui est en cause, là tout d'un coup, les communicants sont considérés comme des professionnels, ce qui ne sont pas forcément toujours sur le long chemin de l'année et de la journée dans la vie de l'entreprise. Non mais... Vous dites à un moment, j'ai relevé cette phrase, vous dites « la nana de la com a un nom, moi aussi ». Ça en lit quand même long sur la vision péjorative de votre métier. Enfin, je dis aussi, le mec des réseaux sociaux a un nom, moi aussi, aussi, parce que je ne voulais pas qu'on m'accuse de sexisme. Mais non, mais c'est une réalité. Alors je ne pense pas qu'il y ait que les gens de la com qui puissent éventuellement être parfois si peu considérés. Mais d'ailleurs, c'est une de mes abonnées sur Twitter qui porte ce nom, la nana de la com, avec laquelle j'avais échangé et qui m'avait donné cette idée de parler de ce sujet sous cet angle. Mais c'est vrai que souvent, avec un petit geste un peu méprisant, elle c'est la nana de la com, ça c'est la comptable, ça c'est la DRH, ça c'est le financier, elle c'est la nana de la com, comme si c'était un sous-métier que finalement on considère tellement peu qu'on n'a même pas besoin de retenir son nom, la nana de la com ça suffira, ou le mec des réseaux sociaux. Mais justement, dont on a très besoin dès qu'il y a une petite crise sur les réseaux sociaux. Le mec des réseaux sociaux, on sait le trouver. On ne connaît pas son nom, mais on sait le trouver. Justement, vous parlez des réseaux sociaux. Est-ce que la multiplication des supports de communication, notamment grâce au digital, a donné finalement un peu à chacun dans l'entreprise le sentiment qu'il pouvait être un communicant? Alors oui, c'est le cas. Parfois avec de la réserve, et certains collaborateurs ont peur ou n'osent pas communiquer, alors qu'ils pourraient, voire ils le devraient, mais il faut les accompagner. Et à l'inverse, il ne faut pas qu'ils fassent ou qu'ils disent tout et n'importe quoi. Dans l'entreprise, il peut y avoir des sujets sensibles, il peut y avoir une position d'entreprise, on peut travailler sur des sujets qui ont une forme de confidentialité. Donc parfois, en pensant bien faire, en étant très fier de vouloir partager un projet sur lequel on travaille, finalement, on va casser de la confidentialité. Parfois, on travaille pour un client, donc on va affecter son image ou son propre calendrier de communication. Donc en fait, il faut éduquer les collaborateurs à la communication. Mais oui, ce sont des ambassadeurs. On parle d'employee advocacy. C'est un vrai sujet sur lequel l'entreprise doit travailler pour accompagner ses collaborateurs. Pas ni leur interdire, ni leur demander d'y aller, mais leur expliquer et les accompagner. Pour revenir sur votre profession, vous dites dans le premier chapitre, les compétences pour devenir DIRCOM ne tombent pas du ciel. Pourtant, vous êtes autodidacte, non ? Eh bien oui, alors, c'est quoi la recette? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris, j'ai appris en faisant, on peut apprendre en faisant, toutes les compétences n'arrivent pas, alors certes, elles ne tombent pas du ciel, ça c'est clair, et puis après c'est en faisant qu'on apprend, ça fait 36 ans que je fais ce boulot, c'est vrai. Donc je peux prétendre commencer à avoir quelques compétences en la matière et m'exprimer sur ces compétences qui d'ailleurs ont évolué en 36 ans, parce qu'en 36 ans on était juste dans le bon rédactionnel, bon relationnel, aujourd'hui il y a beaucoup plus de technologie, il y a beaucoup plus de droits, il y a beaucoup, les métiers, l'écosystème des métiers de la com est beaucoup plus complexe que quand j'ai commencé. Il y a des compétences qui relèvent des soft skills aussi, quand on est DIRCOM, et il faut, effectivement, vous parliez du relationnel, c'est ça qui m'y fait penser. Il y a des choses qui sont un peu intrinsèques à sa personnalité? J'en suis persuadé, et c'est probablement un des éléments qui porte un peu de confusion sur les compétences, parce que finalement, on a tendance à confondre les compétences et les qualités. Et en fait, les deux se mêlent, mais c'est vrai que l'intuition, la capacité d'écoute, l'empathie, l'observation, si on n'a pas ça à la base, ça va être très compliqué de faire certains ou la plupart des métiers de communication, peut-être moins ceux qui sont plus directement liés à la technologie, mais ouais, évidemment, ces soft skills, comme vous dites, elles sont généralement importante, et c'est un peu des prérequis. C'est parce qu'on a ces capacités, comme le sens politique. Le sens politique, c'est quand même une des qualités qui manque le plus. J'étais très étonnée que vous citiez ça comme première qualité. Pourquoi ? Mais parce que ça résume
justement tout ce que je viens de dire, toute l'attention, l'empathie, la capacité d'écoute, la capacité de réaliser qui est en face de moi, qu'attend la personne en face de moi, et donc du coup quelles émotions je vais arriver à susciter vis-à-vis d'elle. Donc qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire pour arriver à obtenir les émotions que j'attends d'elle. Si je suis concentré sur moi et que je ne m'intéresse pas à la personne qui est en face, alors je ne peux pas faire mon métier. Donc le sens politique, c'est quelque chose de très important, au-delà de la capacité à savoir naviguer dans des relations formelles, informelles, que forme le monde de l'entreprise, que forme le monde à peu près de toutes les organisations. Mais pour le seul travail créatif et de contenu, si on n'a pas de sens politique, alors on est juste un dessinateur ou une illustratrice, mais on n'est pas un communicant. Avec la crise, la direction de la communication a peut-être davantage pris, vous le disiez tout à l'heure un petit peu, mais davantage pris un positionnement stratégique. C'est important pour vous que la direction de la communication soit impliquée dans la stratégie de l'entreprise ? Alors je pense que c'est important pour l'entreprise, avant que ça soit important pour moi. Et en fait, il y a eu pendant la grosse crise, si on parle de la pandémie, en fait, il y a eu deux façons d'aborder la communication. Il y a des entreprises qui se sont dit, il faut faire des économies et on supprime la direction de la communication. Chaque morceau sera tenu par une direction ici ou là. Peut-être l'image employeur, le recrutement par la direction des ressources humaines, la communication financière par les finances, le corporate par le juridique. Donc sans vision, sans coordination, avec du coup beaucoup de prestataires extérieurs qui du coup, ont probablement annulé l'effet d'économie. Et puis l'autre vision, ça a été de replacer ou de renforcer le rôle de la communication au cœur de la décision et de la stratégie d'entreprise, parce que on n'associe pas la communication à la dernière minute, donc on l'associe dès le départ. L'intelligence collective se fait aussi avec la communication qui participe à la construction de la stratégie pour ensuite la promouvoir ou la défendre. Vous consacrez aussi tout un chapitre aux influenceurs. Je me dis, allez, ça y est, maintenant c'est fini. Il n'y a plus une seule stratégie de communication sans influenceurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est encore possible aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, le sujet revient. Alors d'abord, les influenceurs, ça n'a rien de nouveau. En fait, c'est l'étiquette qu'on a mis aujourd'hui sur des gens qui sont plus visibles par des technologies qu'on identifie davantage. Mais hier, c'était une égérie dans une pub. Mais c'était une égérie, mais c'était un journaliste, c'était un homme politique, c'était un intellectuel qui, parce qu'il parlait de votre marque, parce qu'il parlait de votre entreprise, parce qu'il soutenait votre philosophie ou vos pratiques ou votre manière de faire, finalement avait une influence sur l'opinion et du coup était un influenceur. Aujourd'hui, on le résume plutôt youtubeur, instagrammeur. Bon, ce sont des nouveaux influenceurs en réalité, mais les influenceurs ont toujours existé. En communication, il y a deux choses qui sont essentielles. Je le dis toujours, le contenu. On fait pas de la communication pour faire des livrables ou des outils. On fait de la communication parce qu'on a une histoire à raconter. Donc, quel est le contenu ? Qu'est-ce que j'ai à raconter ? Et en quoi c'est supposé intéresser quelqu'un ? C'est là où intervient le sens politique. La deuxième chose, c'est le pourquoi. En fait, pourquoi je le fais ? Quand, parfois, dans une entreprise, les communicants sont souvent confrontés à il faut me créer une newsletter ou il me faut une page Facebook. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Donc, ce pourquoi est extrêmement important. Et pour revenir à la question sur l'influenceur, il n'est pas du tout obligatoire d'être intégré dans une stratégie de communication de l'entreprise, sauf si on a une bonne raison de le faire et donc si on sait pourquoi. Si le pourquoi c'est se faire plaisir, alors ça sert à rien, ou en tout cas ça sert uniquement à se faire plaisir, donc on dépense de l'argent pour rien. Maintenant, si on a une bonne raison d'utiliser un influenceur et le bon influenceur au bon endroit, alors ça peut avoir toute sa place dans une stratégie de communication. J'en ai utilisé, j'ai des grandes périodes où j'en utilise pas du tout, c'est absolument pas obligatoire. Quelle place vous accordez dans votre stratégie de communication aux réseaux sociaux ? Ils sont incontournables, donc c'est eux qui s'imposent, c'est eux qui prennent leur place plutôt que nous qui leur donnons de la place. Après, il faut savoir les utiliser et les gérer. Je rêverais d'être dans une entreprise qui peut se dispenser d'être présente sur les réseaux sociaux et donc d'être je veux dire, harcelé, je le dis entre guillemets, mais ça ressemble quand même à ça, toute la journée pour de bonnes, mais souvent pour de mauvaises raisons. Mais c'est un outil, c'est une dimension qui aujourd'hui s'impose à la communication et aux entreprises. Donc il faut être présent. Mieux vaut être présent plutôt d'ailleurs que faire la chaise vide et se faire taper dessus ou qu'on parle de vous sans que vous le sachiez, sans que vous puissiez réagir. Après, il faut avoir la bonne maîtrise du sujet et il ne faut pas le prendre comme une obligation. Il n'y a pas d'obligation sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'essaie vraiment d'inculquer aux gens. C'est pas parce qu'on vous interpelle, c'est pas parce qu'on vous insulte que vous êtes obligé de le lire, que vous êtes obligé de réagir, que vous devez quelque chose. Personne n'est un service public qui doit quelque chose aux autres. C'est difficile de ne pas le lire quand même. Et à un moment, ça impacte quand même, non ? C'est difficile, mais c'est comme un réalisateur qui sort un film et qui n'a pas forcément envie de lire toutes les critiques assassines qui vont parce qu'il a une certitude sur la qualité de son film. Il veut rester dans une certaine ambiance intellectuelle. Donc il va avoir peut-être des échos, on va peut-être lui rapporter des choses.
je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis il faut jamais se sentir obligé. Voilà, il y a aussi des gens moi je conseille, les gens qui vous harcèlent, vous les bloquez, vous arrêtez d'échanger avec eux. Il y a pas, on reste dans un fonctionnement de notre bonne éducation qui est d'être poli, qui est de dire bonjour quand une personne vous dit bonjour. Mais sur les réseaux sociaux, il y a quand même d'autres règles. Et donc il faut arriver à sortir de cette bonne éducation et de ces bonnes pratiques pour se mettre au diapason des pratiques qui sont utilisées. Donc je dis pas qu'il faut être mal poli et qu'il ne faut pas répondre aux gens, mais on n'est pas obligé d'accepter de se faire harceler, de recevoir des messages jour et nuit. Il y a des gens qui n'hésitent pas à contacter les entreprises à 22h, 23h, minuit, en gueulant une heure après parce qu'ils n'ont toujours pas de réponse. Non, mais aucune entreprise n'a des larbins qui sont exploités toute la nuit pour répondre aux caprices des gens qui ont envie qui posent une question à 23h. Ça, c'est légitime, puisque c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est pas légitime d'exiger une réponse dans la demi-heure ou dans l'heure. Et quand je dis ça, je pense par exemple à mes équipes. Et moi-même, d'ailleurs, je fais attention de ne pas leur envoyer des messages en pleine nuit parce que je sais qu'ils sont relativement attentifs et qu'il y a quand même une veille. Et donc, je ne veux pas moi-même contribuer et alimenter ces mauvaises pratiques. Vous êtes très présent effectivement sur les réseaux sociaux. À quel moment s'arrêtent les posts du DIRCOM de Foncia et à quel moment commencent ceux de Frédéric Fougera qui est presque devenu une marque, pas lui tout seul? Alors, en fait, je ne suis pas présent de la même façon sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, je m'y exprime essentiellement en tant que Foncia et je promeus la marque et je participe à la visibilité de la marque, à la promotion des collaborateurs. Sur Twitter, j'ai fait le choix dès le début, en fait, de ne parler que de mon métier et que de la communication. Donc sur Twitter, c'est plutôt le professionnel de la communication qui parle de son métier et qui échange avec ses pairs et qui échange avec les plus jeunes. Il peut m'arriver de parler de Foncia, mais c'est pas du tout le support sur lequel je n'utilise pas ce support comme un support de communication pour la marque. Effectivement, la notoriété qui est devenue la mienne sur les réseaux sociaux participe à la réputation de la marque, mais c'est pas l'intention. Et c'est l'intention tout inverse sur LinkedIn qui, elle, vraiment permet de promouvoir la marque et aussi d'être utilisée comme un outil de communication interne, puisqu'il y a plus d'un tiers des collaborateurs qui me suivent sur LinkedIn. Donc finalement, si j'ai un message à faire passer, parfois ça passe plus vite en le postant sur LinkedIn. C'est plus rapidement diffusé au sein de l'entreprise plutôt que par l'intranet ou un mail qui sera lu plus tard dans la journée. Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Je rappelle votre livre La com est un métier, c'est aux éditions Bréal. Et puis on vous retrouve tous les mois pour le Rex du mois dans Smart Job aux côtés d'Arnaud Ardouin. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Dès lundi, non. Lundi, c'est férié. Donc dès mardi, vous retrouverez Stéphane Soumier. Très bon week-end sur Bismart.